Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Kim et Anthony du collectif Vietnam Dioxine. Le 25 janvier 2021 se tiendra en France un procès important opposant Tran Tonia, victime franco-vietnamienne de l'agent orange, et 27 firmes américaines ayant fabriqué ce puissant défoliant. Ce procès a lieu 60 ans après les faits, lorsque les États-Unis ont, pendant la guerre du Vietnam, déversé plus de 80 millions de litres d'agent orange sur les forêts vietnamiennes. Un procès opposant des vétérans américains aux industriels a donné lieu à un accord à l'amiable et 180 millions de dollars pour que les anciens combattants retirent leurs plaintes. En 2004, ce sont les victimes vietnamiennes qui ont porté plainte contre ces mêmes fabricants. Elles seront déboutées par la justice américaine 5 ans plus tard. Dans cet épisode, Kim et Anthony nous racontent l'histoire de cet agent orange et surtout, ils nous expliquent pourquoi le procès opposant Tran Tonia aux firmes américaines est si important. Nous parlons aussi de notions primordiales comme celle du racisme environnemental ou du crime d'écocide. J'espère que cet épisode vous plaira. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Anthony, bonjour Kim. Je suis très heureuse de vous recevoir au micro de Basilic pour un épisode spécial. Un épisode consacré au combat que vous menez et dont vous allez nous parler aujourd'hui. Kim, peut-être, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc c'est Kim, je fais partie du collectif Vietnam Dioxine, je suis le coordinateur. Et puis sinon, dans la vraie vie, je suis chef de projet informatique. Bonjour, donc je m'appelle Anthony, je suis membre du collectif plutôt dans le pôle communication. Et dans la vraie vie, je suis social media manager pour une entreprise qui est dans la conservation marine. Et donc, vous êtes tous les deux membres du même collectif. Quel est-il ? Donc, c'est le collectif Vietnam Dioxine. Donc, c'est un rassemblement de bénévoles et d'associations donc, qui a pour but de faire campagne pour faire connaître le drame, pour apporter du soutien aux victimes et puis demander une reconnaissance de responsabilité. Et on cherche aussi, à travers notre campagne, de soutenir d'autres combats liés à l'environnement, liés au racisme environnemental, et puis à la paix. Ce drame dont vous parlez et dont tu parles, Kim, est-ce que tu peux nous le préciser ? Donc, il s'agit de la dioxine et de ses effets secondaires sur la santé, la nature, l'homme. Est-ce que tu peux nous recontextualiser tout ça, s'il te plaît ? Oui, c'est pendant la guerre du Vietnam, les Américains avaient du mal à combattre les résistants vietnamiens. Et ils se sont dit, donc, comme ils se cachent dans la forêt, on va utiliser un défoliant à grande échelle pour détruire la forêt, pour qu'ils puissent plus se cacher et les priver de nourriture. Donc, ils ont décidé donc, de déverser plus de 80 millions de litres de pesticides donc, sur le Vietnam. Donc, c'est sur des surfaces énormes. C'est à peu près 20% de la forêt du sud et du centre Vietnam sur lesquels donc l'agent orange a été déversé. Et donc le problème, c'est qu'en plus de l'écocide, de la destruction de l'environnement, l'agent orange contenait de la dioxine. Et la dioxine, c'est un déchet de fabrication. Donc il n'y avait pas besoin d'y avoir de dioxine dans le produit pour son effet de désherbant, mais c'est la méthode de fabrication qu'ont choisi les industriels pour pouvoir produire en plus grande quantité plus vite, qui a rendu le produit extrêmement toxique. Et par rapport au produit dont est tiré l'agent orange, le produit initial, qui était utilisé aux États-Unis pour désherber, il est devenu 20 fois plus dangereux
enfin celui qui a été utilisé au Vietnam a été 20 fois plus dangereux. Et on estime qu'il faut 1 millionième de grammes pour que ça soit dangereux pour l'homme. Et au Vietnam, il y en a eu plus de 300 kilos déversés. Donc c'est juste énorme. Et donc la dioxine, c'est extrêmement toxique à petite dose et ça provoque des malformations, des enfants qui naissent sans bras, sans jambes, avec des problèmes mentaux. C'est source de cancer. Problèmes cardiaques. Des problèmes cardiaques. Enfin, il y a toute une série de problèmes qui sont liés à l'agent orange. Et puis aussi, il y a des enfants qui sont morts-nés, quoi. Enfin, il y a eu un taux mort-né très élevé donc, suite aux épandages. L'agent orange, c'est le produit dans lequel était contenue la dioxine. Oui, tout à fait. En fait, le nom d'agent orange vient du fait qu'il y avait plusieurs produits qui étaient utilisés comme désherbants. Et donc, l'agent orange était le produit qui avait des bandes oranges sur le baril qui permettaient de les reconnaître par rapport aux différents, par rapport à l'agent violet, l'agent pourpre. Enfin, mais c'était l'agent orange qui était le plus efficace sur le terrain et qui était le plus toxique pour les êtres humains. Et pour la nature. Et pour la nature, oui. Puisque aujourd'hui encore, non seulement il y a des enfants qui naissent avec des malformations, et la nature ne s'en est toujours pas remise, puisque dans beaucoup d'endroits du Vietnam, on voit encore des arbres sans feuilles, une biodiversité complètement morte. Oui, et puis c'est la nature telle qu'elle a repoussé après, est pas du tout la même que celle qui était préexistante. Et puis il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu avec leur habitat qui a été entièrement détruit. Et puis effectivement, il y a eu aussi des malformations chez les animaux. Est-ce que les fabricants de cet agent orange avaient conscience des effets secondaires que cela pouvait avoir? Tu le disais, c'est tiré d'un pesticide ou d'un herbicide. Est-ce qu'ils avaient conscience que c'était 20 fois plus dangereux? Alors oui, ils avaient conscience parce que ils ont vu des problèmes sur des ouvriers qui travaillaient dans les usines où on fabriquait l'agent orange. Donc il y avait déjà des études qui commençaient à être diffusées. Et lors du procès qui a eu lieu aux États-Unis, enfin, il y a des victimes vietnamiennes qui ont essayé de porter plainte aux États-Unis, les industriels... En quelle année? Il y a eu d'abord le procès des vétérans américains, donc en 1984, et ensuite il y a les Vietnamiens qui, eux, portent plainte, donc c'est en 2004. Ouais. Enfin, ils vont porter plainte, après il va y avoir un appel, après ça va passer à la Cour suprême. Et donc là, les industriels, ils ne disent pas qu'ils n'avaient pas conscience du danger du produit, mais ils disent que le gouvernement américain avait le même niveau de connaissance qu'eux du danger du produit et qu'ils ont quand même décidé de continuer à l'utiliser. Donc, tout en sachant que c'était dangereux, et puis les Monsanto Papers ont aussi permis de ressortir des papiers qui montrent qu'il y avait une connaissance qui était existante de la dangerosité du produit, mais qu'ils ont choisi de ne pas retirer le produit parce que financièrement, ça aurait été compliqué de changer le mode de fabrication ou de remplacer les commandes de ce qui avait déjà été produit. Donc Monsanto était l'un des fabricants. Monsanto était un des fabricants, Dow Chemical aussi. Enfin, il y avait 37 fabricants, mais Dow Chemical et Monsanto sont les plus connus. Est-ce que cette histoire et cette utilisation de l'agent orange, c'est une histoire qui vous a été racontée dans vos familles, Anthony par exemple? Alors l'histoire de l'agent orange, c'est pas une histoire dont on parle beaucoup dans nos familles. Juste moi personnellement, j'ai eu mon père qui a fondé une association il y a plus de 20 ans maintenant, qui avait en France ou en France, ouais, qui avait pour but entre autres d'aider en fait les enfants victimes de l'agent orange au Vietnam. Et donc moi enfant, j'avais un peu conscience de tout ça. J'ai vu des photos des victimes. Donc c'était des photos qui étaient assez terribles à voir, mais au-delà de ça, j'étais pas particulièrement sensibilisé parce que je pense que mes parents essayaient aussi de me préserver là-dessus. Et d'ailleurs, quand je suis allé au Vietnam pour la première fois, j'avais
11-12 ans. Mon père est allé faire une interview dans un hôpital où il y avait les victimes de l'agent orange et j'en parlais récemment parce que avec mes parents, ils m'ont dit ça, mais je m'en souvenais plus. Ils m'ont dit qu'ils avaient refusé de me faire entrer dans l'hôpital parce que voir les victimes, c'était beaucoup trop difficile en fait pour un enfant. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'agent orange pour la première fois. Et au Vietnam, est-ce que les gens, ces victimes, en ont conscience? Est-ce que elles en ont honte? Comment est-ce que la société accueille ces personnes malades, ces personnes déformées? Comment ça se passe? Est-ce que c'est tabou? Alors en fait, il y a finalement peu de gens sur la totalité de la population qui sont au courant, qui ont conscience en fait que ces maladies, ces déformations sont liées à l'agent orange. Je pense qu'il y a un manque aussi de sensibilisation au niveau du gouvernement. Et même au-delà de ça, en fait, les personnes qui le savent, elles ont assez honte en fait de mettre ça en avant. Moi, je sais que, dans ma famille en général, on a tendance à pas trop parler des problèmes de santé, etc. C'est un peu aussi ancré dans la culture vietnamienne, je pense. Mais donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune reconnaissance de la part du gouvernement vietnamien il n'y a pas eu de reconnaissance pour ces victimes? Alors, le gouvernement vietnamien reconnaît qu'il y a des problèmes liés à l'utilisation de l'agent orange, mais il n'y a pas de vraie action prise par le gouvernement vietnamien. Et surtout, suite en fait à la normalisation des relations entre le gouvernement américain et vietnamien, le Vietnam a pas trop tenté en fait de réclamer justice auprès du gouvernement américain. L'agent orange, en fait, j'en avais pas du tout entendu parler jusque dans les années 2000. J'avais 28 ans et c'est par hasard, en fait, j'ai fait partie d'une association de l'Union des jeunes vietnamiens de France. Et là, on a décidé de faire un projet humanitaire. Et on s'était dit, l'année dernière, il y a eu un projet donc, de construction de maternelle. Pour changer, on va faire un projet dans le domaine médical. Et là, il y a une association qui nous a présenté un projet dans une région où il y avait beaucoup d'handicapés. Et quand on a voulu savoir ce qui était possible de faire, et puis quand on a voulu faire une fiche de présentation du projet, c'est là la première fois qu'on a entendu parler de l'agent orange, quand on a voulu savoir pourquoi est-ce que dans cette région il y avait beaucoup d'handicapés. Et donc en cherchant sur Internet, on a commencé à avoir des chiffres, et là au début on n'y croyait pas, on s'était dit mais il doit y avoir une erreur, il doit y avoir une erreur de zéro, c'est pas possible qu'il y ait un problème qui touche autant de monde, qui soit aussi grand et qui soit si peu connu. Et donc pour nous ça a été un choc, et on s'est dit mais il faut qu'on réagisse par rapport à ça. Et donc, on a essayé de voir s'il y avait d'autres associations qui travaillaient sur le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de former un collectif en rassemblant les associations et puis des bénévoles, et qu'on a commencé à lancer la campagne. Au niveau du Vietnam, l'agent orange, c'est quelque chose dont les familles parlent pas forcément facilement, parce que il y avait une période où on voulait plutôt oublier ce qui s'était passé au niveau de la guerre, et puis les familles qui avaient des malformations, c'était un peu il y avait des gens qui pensaient que s'ils avaient un problème, c'est parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, que le ciel les punissait un peu pour quelque chose qu'ils avaient fait de mal. Et pour les familles qui pouvaient avoir des gens victimes de l'agent orange, elles étaient entre guillemets un peu pestiférées, parce que c'était pas des gens à marier, parce que les gens avaient peur qu'ils puissent récupérer des problèmes dus à l'agent orange. Donc les familles avaient plutôt tendance à cacher le fait qu'ils aient quelqu'un quelqu'un avec des malformations et des problèmes, pour pas que ça sache, pour que s'ils avaient des enfants en bonne santé, qu'ils puissent avoir du mal à se marier. Après, il y a au niveau du gouvernement vietnamien, pendant une période, ils n'en ont pas parlé parce que pour eux, c'était pas une priorité, et puis ils pensaient que ça disparaîtrait avec les autres blessures de la guerre. Ils étaient plutôt focalisés sur le développement du Vietnam et puis
sur le futur. Et c'est en 2005 qu'il va y avoir plusieurs conférences qui vont commencer à être organisées et où le sujet va devenir plus important. Et puis, il va y avoir une prise de conscience au Vietnam que ça a été un petit peu un choc pour eux de voir qu'il y avait un Anglais qui lançait une pétition et qui en faisait plus pour les victimes de l'agent orange que des personnes au Vietnam. Et donc, ça a été un peu un déclic, le fait que Len Aldis lance une pétition et puis que ça soit relayé par la presse vietnamienne. Et ça a poussé au Vietnam à ce qu'il y ait un mouvement de mobilisation pour les victimes. Et il y a eu une journée de l'agent orange qui a été déclarée. Et il y a eu des collectes nationales qui ont été organisées pour soutenir les victimes. Et il y a eu la création d'une association, VAVA, au Vietnam, qui est une association maintenant très importante qui, un peu comme la Croix-Rouge, en fait, a des relais partout au niveau du Vietnam et identifie les victimes de l'agent orange et cherche à leur apporter de l'aide. Donc, le gouvernement vietnamien donne une petite subvention aux personnes qui sont victimes de l'agent orange. Enfin, il y a sur un certain nombre de critères, s'ils peuvent prouver qu'ils ont été dans les zones d'épandage, etc., et qu'ils sont victimes d'un certain nombre de maladies, ils peuvent avoir une aide du gouvernement, même si effectivement elle est modeste. C'est quand même quelque chose qui existe. Et le fait qu'il y ait cette association qui soit active au Vietnam, ça a quand même été un grand changement et puis un pas en avant. Ensuite, par rapport au gouvernement américain, en fait, le Vietnam a accepté, pour normaliser les relations avec les États-Unis, de ne pas poursuivre le gouvernement américain pour les dommages de guerre. Donc, et l'agent orange faisait un peu partie, entre guillemets, des dommages de guerre. Donc, le gouvernement vietnamien n'a pas forcément voulu mettre des exigences très fortes de dédommagement par rapport à ces choses-là. Mais par contre, le sujet est quand même abordé et le gouvernement américain a quand même participé à certains problèmes de décontamination. Donc, il y a eu certaines avancées, mais disons que c'est limité par rapport au fait que le gouvernement vietnamien ne veut pas se mettre en porte-à-faux pour nuire aux relations avec le gouvernement américain. Donc, c'est une stratégie qui a été choisie par le Vietnam. Mais bon, après, le fait qu'il y ait l'association des victimes vietnamiennes qui se forme au Vietnam montre que le gouvernement vietnamien attache de l'importance aux victimes, mais après, effectivement, a des moyens qui sont limités. La diaspora vietnamienne, elle est très présente aux États-Unis, très présente en France aussi. Cette diaspora, comment est-ce qu'elle s'est mobilisée? Donc, grâce à votre collectif, est-ce qu'il y a eu des reconnaissances de responsabilité? Est-ce qu'il y a eu des actions en justice, des victimes qui se sont mobilisées pour essayer d'aller secouer, si je puis dire, Monsanto ou d'autres fabricants? Comment est-ce que ça s'est passé là ces dernières années? Aux États-Unis, donc, il y a eu les victimes vietnamiennes ont essayé de porter plainte. Suite à la plainte qui avait été lancée par les vétérans américains qui finalement s'est réglée à l'amiable. Donc, il y a eu 180 millions de dollars qui ont été donnés aux vétérans américains pour qu'ils retirent leur plainte. Donc, il n'y a pas eu de condamnation des industriels. Il y a eu un retrait de plainte. De la part des industriels, donc, qui ont versé 180 millions de dollars. Voilà, tout à fait. Et donc, les victimes vietnamiennes ces dédommagements allaient pour les vétérans américains. Et pour les vétérans américains, donc, il y a un certain nombre de maladies qui sont listées et qui permettent donc un dédommagement. Le gouvernement américain dédommage aussi les vétérans qui ont servi au Vietnam sur une liste de maladies où il y a une liste, donc il y a marqué un lien probable avec l'agent orange, un lien possible, et puis après un lien faible. Enfin, il y a des catégories donc qui permettent à ce que les vétérans américains puissent demander de l'aide du gouvernement américain. Par contre, donc, les victimes vietnamiennes ont voulu porter plainte et donc il y a eu un rejet de leur plainte où en fait la plainte a été estimée donc non recevable parce que les industriels se réfugient devant le fait que eux ont fabriqué le produit, mais que c'était le gouvernement américain qui était responsable et que le gouvernement américain avait le même niveau de connaissance que du danger du produit et ont quand même choisi de l'utiliser. Donc, ils se sont réfugiés derrière le fait d'être juste fabricants. Mais ils auraient pu faire la même chose pour les vétérans américains, alors?
Ils ont estimé que c'était en termes d'image, ils ont estimé que il valait mieux dédommager les vétérans américains pour leur image. C'était quand même plus compliqué de pas vouloir dédommager des victimes, des vétérans américains que des victimes vietnamiennes. Enfin, c'est un peu c'est un peu le problème justement de ce qu'on appelle le racisme environnemental, quand on voit effectivement quel est qui on dédommage donc en fonction de la nationalité. Et puis on voit que c'est pareil là pour le glyphosate. Finalement, le Bayer Monsanto, donc ils ont accepté de payer 10 milliards de dollars pour les agriculteurs américains, et pour le reste du monde, il n'y a rien de prévu. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce que c'est ce glyphosate qui provoque aussi qui est aussi un perturbateur endocrinien et qui provoque aussi des malformations. Et on estime que les victimes américaines, donc pour qu'elles retirent leur plainte, on fait un arrangement, on leur verse de l'argent. Par contre, pour le reste du monde, on estime qu'ils n'ont pas besoin des dédommagements, et que pour eux, ils sont qu'à se débrouiller, quoi. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est un autre exemple du racisme environnemental, mais il y en a malheureusement plein. Aujourd'hui, en France, ce combat est incarné par une femme qui a fait de l'agent orange le combat de sa vie, mais un petit peu sur le tard. Est-ce que peut-être, Anthony, tu peux nous en parler un petit peu ? C'est Trantonia qui a dédié sa vie à ce combat-là. C'est une femme dont le courage est vraiment extraordinaire, en fait. C'est une femme d'une ténacité incroyable. Elle était résistante, en fait, pendant la guerre du Vietnam, et son travail de journaliste, en fait, l'a amenée à être présente sur de nombreux lieux d'épandage de l'agent orange. Et donc, elle suivait les combattants vietnamiens dans la jungle. Et voilà, elle raconte dans son livre Ma terre empoisonnée que un matin, elle a senti un liquide un peu visqueux tomber sur elle, mais elle ne s'est pas beaucoup plus inquiétée que ça. Elle a juste senti ce liquide qui tombait des avions au-dessus d'elle. Et voilà, avec le temps, en fait, assez rapidement, elle s'est rendue compte que elle a eu des problèmes qui sont apparus, des problèmes de santé. Et voilà, en fait, pendant très longtemps, elle ne savait pas que c'était lié à l'agent orange. Jusqu'au jour où, en fait, elle s'est rendue au Vietnam pour rendre visite aux victimes de l'agent orange. Et là, elle a commencé à se poser la question de est-ce que ces problèmes à elle n'étaient pas liés, en fait, à ça. Et donc, c'est autour de 2008, je crois, qu'elle a fait des tests et qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un taux élevé de dioxine dans son sang. Donc voilà, ça l'a touché elle, mais aussi ses enfants, puisque du coup, elle a perdu sa première enfant et ses deux autres sont aussi très malades. Très bientôt se tiendra le procès. Quels en sont les tenants et les aboutissants ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Contre qui est-elle en procès ? Alors, donc ce procès, en fait, il a déjà débuté en 2013 au tribunal d'Evry. Donc, Trantonia a intenté ce procès contre, à l'époque, 38 firmes de l'agrochimie, donc Monsanto, Dow Chemicals et d'autres moins connus. Là, les plaidoiries auront enfin lieu le 25 janvier, dans quelques jours, donc après 7 ans d'un long combat. Les enjeux, en fait, c'est tout simplement la reconnaissance de ce crime, de cet écocide, qui est le drame de l'agent orange. Ce qu'on peut espérer si on obtient un gain de cause, c'est des indemnités, tout simplement, pour Trantonia. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trantonia, c'est a priori une des seules personnes actuellement qui peut intenter ce procès-là. Parce qu'il faut répondre à 3 conditions assez précises. Donc la première, c'est avoir été victime directement de l'agent orange, donc avoir subi l'épandage. Une autre, c'est d'être dans un pays qui autorise les procès multinationaux, donc il y en a très peu. La France en fait partie. Et il faut être ressortissant de ce pays. Donc Trantonia, suite à sa décoration de la Légion d'honneur, a obtenu la double nationalité franco-vietnamienne.
Et aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas d'autres victimes françaises qui répondent à tous ces critères-là. Donc, on mise tout sur Trentonia actuellement. Et donc l'enjeu, il est majeur, puisque si Trentonia obtient gain de cause, qu'elle est reconnue comme victime de cet agent orange, on peut imaginer que ça permettra aussi à d'autres d'obtenir gain de cause, ou en tout cas que ça apportera davantage de visibilité à ce combat-là. Ouais, exactement. Nous, notre espoir, c'est que ça ouvre la voie en fait à d'autres actions juridiques de la part des victimes de l'agent orange, mais aussi des victimes des écocides en général. Donc nous, on soutient aussi énormément toutes les victimes du chlordécone aux Antilles, par exemple, qui est un des gros écocides en France, mais il y a évidemment d'autres exemples. En sachant que le crime d'écocide, pour l'instant, n'est pas reconnu, en tout cas pas en tant que tel et pas comme on l'aimerait, par la législation française, mais ça viendra peut-être. Et sinon, on a des suspicions d'autres victimes de l'agent orange en France, mais bon, là, le problème, c'est qu'il va falloir vérifier et s'assurer effectivement que c'est lié à l'agent orange. Mais on a d'autres cas et on pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi un appel en France pour que les victimes d'origine vietnamienne, enfin les Français d'origine vietnamienne qui ont un certain nombre de maladies, puissent se vérifier si ça peut pas être lié à l'exposition de leurs parents à l'agent orange. Et les médecins aussi, enfin s'ils voient des cas de personnes d'origine vietnamienne qui ont un certain nombre de maladies, ça serait très intéressant qu'ils remontent ces informations parce que ça peut aider ces personnes à comprendre d'où peuvent venir ces maladies. Et effectivement, il y a beaucoup de victimes qui ne savent pas forcément que leur problème, que leur cancer, que que les malformations peuvent être liées à ça. Donc aujourd'hui, il y a aussi un très grand travail de sensibilisation à faire pour vous et votre collectif auprès de la diaspora vietnamienne française. Oui, tout à fait. Et puis après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce qui s'est passé au Vietnam, enfin, on pense que le patrimoine génétique humain peut être touché, que ces malformations, ces problèmes qui soient génétiques ou épigénétiques, en tout cas, le problème, c'est que c'est des choses, les industriels, leurs produits, à toucher au patrimoine humain. Enfin, c'est ça qui est terrible, à l'environnement, au patrimoine humain. Et donc, le fait que ce soit les mêmes industriels qui continuent à faire des produits dangereux pour l'homme et qui continuent à financer des études qui cherchent à minimiser le danger la connaissance du danger de leurs produits, enfin, c'est quand même assez incroyable. Et c'est pour ça aussi qu'on soutient donc, des combats aussi pour dénoncer les responsabilités de ces industriels, et puis qu'on voudrait que la loi permette que les gens ayant connaissance du danger du produit soient derrière, puissent être attaqués en justice, et que du coup, ils aient conscience du danger que ça peut avoir pour eux de cacher ce genre d'informations. Aujourd'hui, vous travaillez et collaborez avec beaucoup d'autres associations à l'échelle nationale et mondiale. Alors, on est en contact avec beaucoup d'associations en France, notamment Combat Monsanto, avec lequel on est très, très lié, avec lequel on a co-organisé les 2 dernières marches contre Monsanto. Et puis, on est en contact avec beaucoup d'associations dans le domaine de l'environnement, les Amis de la Terre, Nous voulons des coquelicots, notre affaire à tous. On a comme ça plusieurs associations qui sont sensibles à notre combat et qui nous soutiennent. Et puis, au Vietnam, on est en contact avec VAVA, l'association des victimes, avec lequel on a des contacts réguliers. Et on essaye aussi, on a des contacts ponctuels avec des associations dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer de renforcer. Donc, pour nous, c'est intéressant. Alors, effectivement, notre collectif est en France, et donc c'est là qu'on a notre principale activité. Mais effectivement, on pense que ces liens-là sont très importants pour que on puisse, par rapport aussi aux multinationales et par rapport à cette responsabilité qui est
et cet environnement qui est global, nouer des alliances et puis avoir des luttes qui se soutiennent. Aujourd'hui, ce que l'on appelle les class actions, donc qui sont autorisées aux États-Unis, qui sont autorisées dans une certaine mesure en France, ne sont pas du tout autorisées au Vietnam. Non, pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et puis, c'est pas forcément quelque chose qui. C'est pas forcément la manière dont ils vont réclamer la responsabilité d'entreprise. Parce que ça pourrait être un moyen de le faire. Oui, ça pourrait être un moyen, mais là, effectivement, c'est pas quelque chose qui est pour l'instant utilisé au Vietnam. Et puis après, il y a un peu le Monsanto, c'est aussi vend aussi ensuite des graines et des engrais au Vietnam. Et ça, effectivement, je pense que c'est un peu compliqué de ne pas demander à ce qu'il y ait une reconnaissance de responsabilité, et que c'est quand même incroyable que ces industriels continuent maintenant à faire des bénéfices au Vietnam alors qu'ils n'ont pas reconnu leur responsabilité vis-à-vis de toutes les victimes qu'il y a au Vietnam. De toute façon, ces entreprises font des bénéfices partout où elles sont établies, alors qu'elles détruisent la vie des gens et des écosystèmes. Oui, je pense que la mobilisation citoyenne est très importante et que effectivement, on peut réussir à obtenir aussi des victoires là où la législation est un peu en retard, là où l'économie en fait semble bloquer certaines choses. En fait, l'opinion publique a moyen de faire pression, et je pense qu'effectivement, on sent que la mobilisation citoyenne peut permettre d'obtenir des victoires et que c'est important que justement de faire ce travail de sensibilisation, d'information, pour que plus personne ne puisse ignorer ce qui s'est passé et les conséquences que ça a eu et à quelle échelle ça s'est fait, et qu'il y avait une connaissance des industriels. Merci infiniment à tous les deux d'avoir pris la parole au micro de Basilic. J'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs, bien évidemment, à se renseigner sur ce sujet, à consulter votre site internet et surtout, si vous le pouvez, chères auditrices et auditeurs, à vous rassembler le 30 janvier au Trocadéro et peut-être ailleurs en France, je ne sais pas, mais à vous rassembler, à vous mobiliser pour que les voix soient entendues et que voilà. Et puis on verra ce que donnera ce procès le 25 janvier. À très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous encourage vivement à consulter le site du collectif Vietnam Dioxine et, si vous le pouvez, à vous rassembler lors d'événements importants pour faire entendre leur voix. J'espère que cet épisode, à la fois historique mais tout de même très ancré dans l'actualité, vous aura intéressé et qu'il vous aura permis de découvrir ce beau collectif. Je vous donne rendez-vous dès jeudi pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.